Écoutez, si vous me posez la question mes impressions, euh, il faut savoir que tout ne commence pas en 2017. Les choses ont commencé bien avant en France. Ils ont commencé, il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape en 2012 avec l'accès au pouvoir de Hollande. Il y a une étape qui précède, qui est 2004 dans le débat avec Sarkozy. Puis il y a une étape encore auparavant quand je commence à intervenir sur la question à partir de 94. Donc, je suis dans une séquence qui est de plus de 30 ans. Alors, vous avez dit, vous êtes un controversé depuis 2018. Non, non, je suis controversé depuis le départ. Parce que, en fait, dès le départ, ce que je sais, et je savais que c'était une réalité de mon engagement, eh bien, moi, j'avais une parole qui mettait en évidence le fait, écoutez, nous sommes des citoyens européens de confession musulmane, nous assumons notre religiosité, nous assumons notre foi, nous n'avons aucun problème avec ceci, et nous voulons le vivre de façon totalement libre et sans contrainte autre que le respect de la loi. Donc, cette façon de mettre en évidence le fait que j'assumais d'être musulman et que je le revendiquais, ben, ça gênait parce que finalement, par rapport à l'émergence de l'extrême droite et puis de ce discours sur l'immigration, on associait islam et immigration et moi, tout à coup, je changeais les cartes du jeu en disant, mais non, mais c'est fini cette affaire-là. Vous avez tort d'associer islam et immigration. Islam, il faut l'associer à citoyenneté. C'est devenu une religion occidentale, américaine, européenne, etc. Donc ça, c'était un premier volet qui gênait. Deuxième volet qui gênait beaucoup, c'est celui de mettre en évidence qu'il ne nous suffisait pas à nous d'être simplement dans l'intégration, trouver votre place, fermez-la, et avec cet ancien esprit de coloniser. Non, moi, ma position depuis plus de 30 ans, c'était de dire l'intégration ne m'intéresse pas, c'est la contribution qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'apporte à la société dans laquelle je suis. Et ça, c'était gênant, c'est de dire, attendez, non content de ne pas être complexé d'être un ancien colonisé, en plus, il veut contribuer à l'avenir de nos sociétés. Je dis, ben oui, ben comme vous, comme nous tous, c'est bien ça gênait beaucoup. Et puis la troisième des choses, c'était le discours qui était celui du discours sur le plan international. C'est-à-dire que j'avais, et j'ai toujours eu un discours politique qui n'hésitait pas à critiquer les pays majoritairement musulmans. Il y en a 9 dont j'étais interdit. Les pays occidentaux qui étaient hypocrites dans leurs relations, ils travaillaient avec des dictatures, avec des États du Golfe, et puis ils venaient nous donner la leçon sur la démocratie. Ils travaillaient avec les pires dictateurs et les pires autocrates. Donc voilà, et donc, sans compter en plus une position où on m'a fait comprendre très très vite que si je continuais à l'avoir, elle me poserait un gros problème, c'est la défense des victimes partout dans le monde, dont au premier chef, évidemment, les Palestiniens. Et aujourd'hui, on le voit bien, on voit bien ce qui est en train de se passer. Tous les médias occidentaux n'hésitent absolument pas à mentir, soit en mentant sur les chiffres, soit en mentant par omission, en ne parlant pas du massacre. Et ils ne veulent pas parler de génocide, mais il y a plus de 45 000 morts, il y a des centaines de milliers de blessés et il y a près d'1 million de déplacés. Donc, c'est quoi ce qui se passe là et comment se fait-il que les médias n'en parlent pas? Et moi, on m'a fait comprendre que le fait d'en parler me disqualifiait d'une certaine façon. Ça me rendait, ça me diabolisait. Et ces positions-là, je les connaissais. Ensuite, alors ça, c'était dès le départ. En 2004, dans le débat avec Nicolas Sarkozy, eh bien, j'ai eu ces mêmes positions et ça a été un élément où on a voulu me diaboliser. Puis ensuite, en 2012, ça a été la même chose. En 2016, juste quelques temps avant les affaires, eh bien, un représentant des renseignements de la Direction générale du service intérieur, de la DGSI, est venu me voir en me disant, mais on sait ce que vous voulez, vous êtes en train de vous installer. Et quand il y a eu toute cette polémique sur la déchéance de nationalité, moi j'ai dit, ben, écoutez, vous savez quoi, moi je suis suisse et j'ai le droit à devenir français puisque ma femme et mes enfants sont français. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il veut lui? Alors, ils ont eu une effervescence. Tarek Ramadan il a envie de s'engager en politique. Il va sans doute vouloir s'engager. Houellebecq écrit un livre où il me présente comme quelqu'un qui va s'engager jusqu'à la présidence, qui va perdre l'élection présidentielle. Donc, avec toute cette idée du grand remplacement, dont je serais l'élément où
l'élément moteur. Bourdin, le journaliste, me dit, est-ce que vous vous préparez aux élections présidentielles? Et tout à coup, ça c'était en 2016. Et ils m'ont fait comprendre que de ce point de vue, j'étais ciblé. Donc ça, je le savais, ils ne s'en sont pas cachés. Et s'ajoute à cela que aujourd'hui, on le sait, puisqu'on a eu des preuves, que des États étrangers commencent à mettre des millions pour pouvoir cibler des acteurs musulmans pour salir leur réputation. On a une audio ou un journaliste contre lequel j'ai gagné récemment en Suisse, eh bien, dit et parle avec une société suisse, le responsable d'une société suisse qui s'appelle Alp Service, contre laquelle j'ai porté plainte, et qui dit il faut cibler Ramadan et il faut détruire sa réputation. Et donc, et ça, c'est en août 2017, c'est-à-dire 3 mois avant les affaires. Et donc ça, maintenant, il faut le savoir. Ajouter à ceci le fait que toutes les personnes, toutes les plaignantes, les trois Françaises plus la Suisse se connaissent. Elles sont en relation avec qui? Elles sont en relation avec le soi-disant journaliste, mais qui est plutôt un paparazzi d'extrême droite franco-israélienne, qui s'appelle Jean-Claude Elfassi, qui connaît tout le monde, qui connaît toutes les plaignantes, qui a écrit même les plaignantes, qui a écrit même les plaintes de certaines plaignantes, et qui a écrit, j'ouvre les guillemets, Juifs de France, quittez ce pays infesté par les Arabes et les musulmans. Donc voilà, celui qui dit aussi, c'est grâce à moi que Tariq Ramadan est en prison, est au Niouf, c'est ce qu'il écrit. Et vous avez Caroline Forest qui connaît toutes les plaignantes et qui les connaît de ce point de vue et qui demande même à la Suisse de porter plainte pour pas que je m'en sorte. Donc elles se connaissent. Et donc de ce point de vue, on a dit oui, mais vous parlez de complot et tout ça. Je dis mais moi je parle pas de complot, je regarde les faits et je dis elles se connaissent toutes. Elles connaissent des acteurs qui sont opposés sur le plan idéologique, donc il y a clairement un piège. Et ce qui est étonnant, c'est que ces mêmes Zemmour, pour qui je suis l'ennemi de la République, écrit, je ne peux pas m'empêcher de penser que Tariq Ramadan est tombé dans un piège. Et la majorité des gens, même les juges qui me jugent, ils savent autant que moi que je suis innocent. Donc, si vous voulez, vous me demandez mon impression, mon impression, elle est portée aussi par tout ça, par tout ce qui a précédé. Parce que je sais que je suis innocent, parce que je sais que les juges le savent, parce que c'est évident qu'il y a des mensonges et des montages, parce que c'est évident quand toutes les plaignantes se connaissent, qu'elles demandent de l'argent, que la plaignante suisse, il y a rien eu de nouveau dans le jugement en Suisse, là, en mai dernier, rien de nouveau. Et elle a reconnu, elle a été obligée de reconnaître qu'elle demande de l'argent à Jean-Claude Elfassi, qui lui dit non, pour des affaires comme ça, on ne paye pas. Elle demande de l'argent. Une femme violée demande de l'argent pour vendre son histoire à la presse. Ça existe, ça. Et en plus, elle connaît d'autres personnes, elle connaît Caroline Fourest. Donc, si vous voulez, mon impression, c'est que ça dure longtemps parce que c'est le but. Le but, c'est de me salir, c'est de me faire disparaître, et puis de faire en sorte de me couper des populations, qu'elles soient musulmanes ou plus largement. Et ça marche d'une certaine façon. Et si vous voulez, euh, pour ce qui me concerne, je continuerai. Ne lâcherai rien. Je continuerai à me battre pour la vérité du message que je porte. Je suis musulman et fier de l'être. Je sers un message qui est une contribution à l'humanité. Je suis un citoyen responsable et je ne me laisserai pas manipuler par des pouvoirs qui nous lavent les esprits. Et puis, je suis un citoyen de là où je suis qui défend les victimes partout dans le monde, autant les Tibétains que les Palestiniens, que les Congolais, Tout ça, je ne me tairai pas. Et si il faut payer le prix de l'épreuve pour la parole de justice, eh bien moi je suis prêt. Ma situation, je le dirais même à certains de ceux qui nous regardent comme ça, avec un peu de oui, mais quand même, il a fait des erreurs et tout ceci. Ben oui, mais mes erreurs morales, je les assume. Mais je vais leur dire simplement une chose. Euh, euh, que j'ai vécu comme ceci et que Dieu, avant que je meure, me fasse payer par la prison, par l'épreuve, la réalité. Et puis que finalement, peut-être, je vais mourir en ayant comme ennemis des gens qui sont
de vrais corrompus intellectuels, de ceux qui défendent Israël de façon aveugle, qui défendent le meurtre des innocents, qui défendent le génocide à Gaza, qui défendent les dictatures dans le monde majoritairement musulman. Si finalement je devais mourir avec cette opposition-là, eh bien ce serait juste le signe que je suis mort du bon côté de l'histoire. Mais quant à ceux qui se sont tus, quant à ceux aujourd'hui qui regardent de haut leurs frères, comme d'ailleurs certaines des autres figures musulmanes, et qui se permettent de faire des leçons de morale alors qu'elles sont silencieuses et qu'elles ne font rien en face de l'injustice, au bout du compte, la réalité spirituelle nous dit il vaut mieux mourir dans la souffrance du bon côté de l'histoire que dans le confort, dans le silence des lâches. Bien sûr, on est dans le tribunal médiatique et dans le lynchage médiatique. C'est que dès le début de l'affaire, j'étais condamné avant même d'avoir été jugé sur le plan médiatique. Et comment est-ce qu'on a pu le voir? Par trois choses. La première des choses, dans la vague MeToo, c'était de sacraliser la parole des femmes. Une femme ne ment pas quand elle dit qu'elle a été violée, donc c'est vrai. Deuxième des choses, on va leur donner la parole. Et on va leur donner la parole. Moi, au tout début, j'ai refusé. J'ai dit, mais moi, je ne parle pas aux médias, c'est une affaire juridique. Je parlerai à mes juges et je parlerai à la police et aux juges. Elle se répandait sur tous les médias. Et là-dessus, il y avait des journalistes qui continuaient à expliquer les choses. Et dont tout le but, quel était-il? Ben, il était de salir mon image. Et ça a bien fonctionné. C'est-à-dire que vous apercevez que vous avez eu des gens dans parmi les citoyens qui ont accepté ce lavage de cerveau. Donc, la vague MeToo, sacralisation de la parole des femmes, la parole donnée aux femmes sans possibilité de les contredire, et puis ce qu'on appelle, ce qui est connu, la cancel culture, c'est-à-dire faire disparaître la personne des radars. Et donc, moi, je n'apparaissais plus du tout. D'abord, dans un premier temps, je ne voulais pas apparaître, mais quand j'ai écrit un livre qui s'appelait Le devoir de vérité, euh, des émissions avaient pour titre Faut-il donner la parole à Tarek Ramadan? C'est-à-dire, est-ce que je dois parler? C'est-à-dire que vous êtes accusé, mais vous n'avez pas le droit de vous défendre. Donc, et les médias, de ce point de vue, ont joué un rôle extraordinairement puissant. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez une chose qui est intéressante, c'est que je suis en garde à vue. Je suis en garde à vue en face de la police. Et ils ont décidé d'organiser, sans que je le sache, une confrontation avec une des plaignantes. Donc nous, on ne le sait pas. Et mon avocat prend son téléphone, donc moi j'étais en garde à vue, lui il est là, il prend son téléphone et il apprend par les médias que la confrontation va avoir lieu. C'est-à-dire que la police dit aux médias des choses qu'elles ne disent pas à mon avocat. Et on est dans cette situation-là. Deuxième des choses, à un moment donné, quand il va y avoir des éléments dont je parle avec la juge, on n'est pas sorti de la confrontation ou de l'audience que déjà les médias le savent. C'est-à-dire qu'il y a un jeu, on donne aux médias et on amplifie les choses de façon tout à fait connue. Donc il y a une complicité de ce point de vue-là entre le pouvoir médiatique, le pouvoir juridique et le pouvoir tout court pour pouvoir salir la personne. Parce que le but, c'était ça. Donc il y avait véritablement cette idée de massivement et de façon acharnée salir la personne avec la volonté de faire en sorte qu'on me coupe de la base, qu'on me coupe de la communauté des musulmanes et des musulmans, et même du public plus largement, parce que ce dont il s'était rendu compte en France, c'est que ma parole ne touchait pas simplement une communauté de foi, elle touchait une communauté de citoyenneté. Il y a plein de gens qui n'étaient pas musulmans, même des juifs, même des chrétiens, même des athées, qui se disaient, mais attends, ce qu'il dit, c'est quand même sensé. Donc il fallait me salir et me faire disparaître. Donc, et me faire disparaître parce que sali, et sali justifiant de ce point de vue-là la disparition médiatique, c'est exactement ce qu'ils ont voulu. Et là, on est obligé de constater que l'opération, sur le plan médiatique, elle a fonctionné.
Alors ça, c'est une bonne question par rapport à la Suisse, parce que j'ai été effectivement acquitté, non pas simplement au bénéfice du doute, mais parce que beaucoup de contradictions et de contre-vérités dites par la plaignante ne pouvaient pas trouver de concrétisation ou d'explication. Et que moi, je n'ai pas menti de ce point de vue-là. Donc, au gré de ceci, ben, ils m'ont acquitté. Et tout à coup, on arrive en appel. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que j'arrive en appel et que le juge me pose deux questions. La première, c'est une question qui est liée à un fait très mineur. Et puis la deuxième, c'est quelles sont mes impressions. Et puis c'est tout. Et il n'y a rien de nouveau. Rien, il n'y a pas un élément nouveau. Mais c'est même pire, c'est que un témoin qui est venu invité par la plaignante va témoigner contre la plaignante, à tel point que le journal Le Temps, le lendemain, écrit Autogol. Autogol, c'est-à-dire ça témoigne contre elle, qu'il n'y a aucun élément nouveau, mais que les juges ont relu les messages que je reçois, non pas de façon littérale, mais de façon figurée. C'est pas ce qu'elle a écrit qu'elle voulait dire, elle voulait dire autre chose. Et c'est même pire que ça, c'est que les juges disent lire littéralement les messages, c'est faire preuve de malhonnêteté. Je veux dire, en général, la malhonnêteté, c'est quand un message dit quelque chose, ben, d'essayer de le comprendre dans ce qu'il dit, pas commencer à faire une interprétation libre. Et donc, il n'y a absolument rien de nouveau, ce qui fait que mes avocats eux-mêmes finissent par dire aujourd'hui, c'est totalement insensé. C'est non seulement révoltant, mais c'est euh, injuste et c'est de la folie. C'est-à-dire que de m'amener à être condamné sur cette base-là, c'est absolument insensé. Donc, eux, ils ne s'y attendaient pas. Euh, Moi, j'avais peur d'une chose, pour vous dire la vérité. Je ne l'ai pas senti pendant l'été parce que, non pas parce qu'il s'était passé en mai à Genève, parce que là-dessus, il n'y avait rien de nouveau. On avait même affirmé encore davantage. On a même pu apporter des éléments qui étaient encore un de ces témoins qui dit de la plaignante que jamais elle n'a parlé de viol, qu'elle disait le même, qu'elle se vantait même d'avoir une relation avec moi. Et moi, je l'ai toujours dit, j'ai pas eu de relation avec cette femme. Mais elle, elle se vantait d'avoir des relations avec moi. Et donc, il est venu dire ceci. Moi, je l'ai jamais vu de ma vie, ce monsieur. C'est elle qui l'a fait venir. Et donc, si vous voulez, c'est assez choquant de voir que l'appel vient dire exactement le contraire à 180 degrés. Mais la seule chose qui me rendait perplexe, c'est la temporalité. Il faut juste que vous rendiez compte d'une chose. On a quatre personnes. Au départ, on en a cinq, et puis ils en enlèvent chaque fois. Cinq personnes, on en a finalement quatre en France. Et ça prend 6 ans. On n'en a qu'une en Suisse et ça prend la même période de temps. Et en fait, quand une décision est prise en France, une autre décision est prise en Suisse, et c'est comme si l'une aidait l'autre. Alors, je vous donne un exemple. Le 28 août, le 28 août, ils écrivent l'arrêt de condamnation. Le 29 en France, ils décident que j'aurai la Cour de cassation dans un mois, alors que normalement on attend 8 mois. C'est comme si c'était calibré, c'est comme si la France avait besoin de la Suisse pour pouvoir justifier de son traitement de l'affaire. Et donc c'est ça qui me faisait peur, c'est-à-dire je me suis dit, mais ils se parlent en fait. Et les dates que je viens de vous donner, de ce point de vue-là, sont effectivement édifiante. Dernier élément, si vraiment j'avais violé, si vraiment j'étais coupable, qu'est-ce que c'est que ce jugement qui donne 2 ans avec sursis, 1 an, et ça veut dire 1 an avec bracelet électronique? Quand vous violez, qui est un crime, 1 an avec bracelet électronique. Mais même les gens qui étaient opposés, ils se sont dit, c'est quoi ce jugement? Parce qu'en fait, le but, c'est de me condamner. Quel que soit l'élément, c'est simplement de salir ma réputation et de condamner l'homme, quoi qu'il en soit. Alors maintenant, ce n'est pas terminé, on est toujours dans la présomption d'innocence, on va aller au tribunal fédéral, on continue à se battre parce que ce jugement, il est injuste, il est fou, il est fondé sur rien.
et que je continuerai, pour ce qui me concerne, à défendre ce que tout le monde sait, et les juges, et moi-même, c'est mon innocence, et que ce dont on ne m'accuse est fondé sur absolument rien, même le contraire en fait. Le dossier, il est plein des mensonges de la plaignante. Il n'est pas vide en fait. Quand on dit le dossier est vide, on le dit souvent en termes d'accusation, mais il est tellement plein des mensonges de la plaignante. Bien, au final, entre la Suisse et la France, le problème, c'est que comme j'étais incarcéré en France, tout le traitement de la Suisse s'est fait en France. Donc, l'avocat général, ce qu'on appelle, je veux dire, le procureur suisse, a dû se rendre à Paris et c'était même pas lui qui posait les questions, c'était les Français. Et donc, moi, j'ai été un tout petit peu surpris, c'est-à-dire qu'il était vraiment, il suivait la procédure. Et puis ensuite, j'ai pensé que la Suisse se dégagerait d'une certaine façon de la pression médiatique française. Et ce que j'ai vu de ce procureur genevois, c'est que quand on lui a fait une demande de classement, il n'est pas entré en matière et clairement, on était dans la même lecture que la France. Mais plus que ça, c'est qu'il a demandé le dossier français dans la commission rogatoire d'obtenir tout le dossier français. Or, la juge française lui a fait un morceau choisi, c'est-à-dire elle a décidé de ce qu'il recevait. Normalement, il doit recevoir tout le dossier. Et il a juste pris acte qu'elle ne voulait pas envoyer tout le dossier, puis c'est tout. Il dit, non, mais attendez, je veux dire, vous avez une juge qui ne vous donne pas tous les éléments, vous auriez pu vous rendre compte dans ces éléments-là, par exemple, que la perquisition que vous avez faite en Suisse, elle répond à beaucoup d'interrogations qu'il y a en France, puisque il y a une des témoins qui est sur les deux plans et qui ment sur les deux plans, qui a même trafiqué euh, un email. Ben non, il n'a rien fait. Et là, tout à coup, c'était la même chose. En première instance, j'ai eu affaire à des juges qui ont posé les questions, qui sont allés et qui ils m'ont posé les questions et à moi et aux plaignantes et qui ont, et c'est ce que je leur avais dit, hein, je leur ai dit, s'il vous plaît, oubliez mon nom, oubliez que je suis Tariq Ramadan, oubliez qui je suis et jugez les faits rien que les faits. Et tout s'est passé comme si, en fait, on m'ait donné gain de cause au premier pour m'attendre au second, comme s'il y avait une sorte de jeu, une sorte de construction, un jeu d'échecs, me donnant l'impression de ce point de vue-là que j'allais gagner. Et puis tout à coup, au terme de la deuxième, de l'appel, eh bien, sans qu'il y ait rien de nouveau, on inverse le tout. Donc au bout du compte, euh, j'ai malheureusement l'impression que la juridiction qui donne le là, c'est la France, et que la Suisse répond aux desiderata. Quand il faut questionner, c'est la France qui questionne. Quand elle choisit quel dossier elle donne, son respect pour la juridiction suisse, elle ne lui donne pas tout le dossier. Et puis la Suisse qui suit la question de l'emprise, alors qu'elle a totalement été écartée par un des plus grands spécialistes suisses de la question. Donc, c'est comme si la Suisse servait les intérêts français. Parce que la France, qu'est-ce qu'elle a essayé de dire? Qu'est-ce que les médias ont essayé de dire? Ils ont essayé de dire c'est international. Il y a une plainte aux États-Unis. Il y a plein de femmes à travers le monde. Puis ensuite, il y avait pas il y a jamais eu de plainte aux États-Unis. Il n'y a pas de femmes à travers le monde. Donc, en fait, je suis un violeur dans les frontières de la France et les frontières de Genève, en fait, dans deux pays francophones, mais nulle part ailleurs. Je veux dire, j'ai travaillé dans tous les pays du monde, je suis allé partout, aucune plainte, personne, rien. C'est quatre personnes qui se connaissent dans deux lieux qui sont connectés avec deux acteurs qui sont des opposants idéologiques et qui se connaissent. Et la juridiction, elle accepte ça. C'est-à-dire que c'est absolument fou. Donc, malheureusement, il y a de ce point de vue-là, chez moi, un vrai doute sur l'autonomie de la Suisse en matière de droit et une vraie certitude sur la volonté de la France d'imposer son agenda. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et
je continue effectivement à enseigner et à essayer d'écrire, à donner mes cours et autres. Quand j'ai appris la condamnation, j'ai eu un petit moment de choc, évidemment, ça a été extrêmement difficile. Et puis, à l'intérieur de moi, une force de me dire, va falloir que je me batte. Et puis en même temps, une, euh, une fragilité. Il y a eu des larmes en fait. Mais ces larmes, ils étaient par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants, par rapport à tous ceux qui m'aiment et à qui on fait subir ceci. Alors la seule chose que j'ai faite quand j'ai su ceci, c'est de leur demander pardon du mal que je leur fais. Alors tous m'ont répondu qu'ils savaient mon innocence et qu'ils étaient avec moi. Mais c'est ça qui m'a fait le plus mal, si vous voulez. Donc la sérénité, quant à moi, euh, je sais mon innocence, je sais qu'il y a un sens à ce que je vis, je sais le sens des épreuves. On a une formule coranique qui dit, est-ce que vous croyez qu'il suffit de dire que nous croyons et que vous ne serez pas mis à l'épreuve? Euh, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens pensent qu'il suffit de dire je crois puis ils vont pas être mis à l'épreuve? Non, tu vas être mis à l'épreuve. Donc, je l'assume pour moi. Mais comme vous le savez, c'est facile, c'est plus facile parfois d'assumer pour soi que d'assumer pour ceux qui vous aiment et qui vous entourent. Et donc, à des moments donnés, je ne voudrais pas qu'il y ait une sérénité permanente. Il y a des hauts et des bas. Mais à l'intérieur, dans le cheminement spirituel, dans ce que Dieu m'a fait vivre, mais je ne peux que le remercier parce que avant que je ne meure, il m'a fait revivre. Avant que je m'éteigne, il m'a redonné de la lumière. Avant que je me perde totalement, il m'a réindiqué le chemin. Et il n'y a rien de mieux qui puisse m'arriver avant de mourir que ça. Et donc ça, ça me donne une confiance, ça me donne une force, et je vais continuer, s'il plaît à Dieu, jusqu'à la fin à servir le message. Alors, je continue à enseigner, je continue à traduire ce qu'il faut traduire du message, je le fais en permanence, et je continuerai à le faire. Et puis, l'écriture, ça a été plus difficile. Il y a eu un long moment où j'ai pas pu écrire. J'ai recommencé à écrire. Puis ensuite, j'ai écrit plusieurs choses de différents types. Et je continue à le faire parce que je vais continuer à servir le message. Vous savez, moi, jamais la portée de mon engagement n'a s'est mesurée au nombre de gens qui le suivaient. Parce que certains me disent, oui, mais hier, c'était des millions parce que tu travaillais dans le monde entier, puis maintenant, les gens sont partis. Mais je me moque de ça parce que si les millions d'hier, il n'en reste que quelques-uns qui ont compris ce que je disais et qu'ils ont déserté le sens même de l'épreuve, ils ne m'intéressent pas, c'est pas eux qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'avec ceux qui sont là, avec ceux qui sont dans l'amour, dans la fraternité, dans la compréhension, eh bien, nous puissions continuer à construire ce qu'il faut construire, à servir ce qu'il faut servir. Et donc, voilà, je veux dire, spirituellement, je suis 1000 fois mieux que je ne le fus ou que je ne l'étais avant tout ça. Beaucoup, beaucoup mieux. Dans ma force spirituelle et mentale, je le suis davantage, beaucoup plus. Maintenant, il faut continuer à faire face aux défis juridiques et aux mensonges politiques. Si vous ne comprenez pas que cette affaire, c'est de l'islamophobie, que je suis ciblé pour ce que je représente, eh bien, vous n'avez pas compris. Vous, vous tombez dans le piège musulman en disant oui, mais quand même, il a fait des fautes moralement, ce qu'il a fait, il n'aurait pas dû le faire. Ça, c'est la faute morale, elle est admise et elle me concerne. Et qui d'entre ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que vous qui me questionnez et tous ceux qui m'écoutent, n'ont pas, de ce point de vue-là, des fautes morales qu'ils doivent régler entre leur conscience et Dieu? Qui n'en a pas? Donc ça me regarde. Et ça regarde ma famille et ça regarde ma relation à Dieu. Ce n'est pas la question. La question, c'est de comprendre quel est l'enjeu. Pourquoi vouloir détruire cet homme et sa parole? Parce que, en fait, ce que je représentais, c'est une citoyenneté occidentale musulmane totalement décomplexée, affirmée, consciente de ses droits et revendiquant la participation à la contribution. La deuxième des choses aussi qui a été très très importante dans mon attitude, c'est que moi, j'ai jamais hésité
à critiquer les pays majoritairement musulmans. J'ai jamais hésité à critiquer l'Arabie saoudite, l'Égypte et autres. J'ai été interdit de 9 pays majoritairement musulmans dans mon cheminement. Et que ceci, c'est une parole politique qui ose dire, puisque nous sommes en Occident, on aimerait bien que les pays majoritairement musulmans soient transparents, soient ouverts, laissent la parole libre à leurs citoyens. Ça, c'est le deuxième plan. Et le troisième plan, qui à plus forte raison devrait maintenant réveiller un tout petit peu les consciences, c'est de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau des médias, au niveau de la parole publique par rapport à ce qui se passe en Palestine? Eh bien, moi, ça fait 40 ans que je me bats pour la Palestine. Ça fait 40 ans qu'on est venu. Moi, il y a 30 ans de cela, des animateurs de télévision, un très connu en France est venu me dire à l'oreille, Tariq, arrête de parler de la Palestine et les choses iront bien. Et vous voyez bien aujourd'hui qu'avec ce qui est en train de se passer à Gaza, on est dans une situation où les médias mentent, où le gouvernement israélien ment, où le monde entier dit à Israël d'arrêter et Israël n'arrête pas et qu'à l'heure où je vous parle, ça continue. Eh bien, moi, je faisais partie de ces voix qui ne se tairaient pas sur la Palestine. Donc, si vous voulez, comment je reçois tout ceci? Je reçois tout ceci comme étant la volonté de me salir, de faire durer les choses pendant des années. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est tout à fait troublant, c'est le peu de conscience politique et de compréhension qu'il y a dans cette communauté de citoyens occidentaux de confession musulmane qui, au nom de la faute morale, ne comprennent pas les enjeux politiques. En fait, ils tombent 2 fois dans le piège. On leur fait comprendre leur religion mal, parce que la faute morale d'une sœur ou d'un frère, jamais, jamais ne doit être sa condamnation dans la communauté musulmane. Eux, ils tombent dans le piège et ils condamnent, et ils se justifient de cette condamnation en faisant un silence politique, où ils justifient leur silence politique par la condamnation morale. Ça va dans les deux sens. Et de ce point de vue-là, on a envie de les réveiller. Donc, vous voyez bien que cette affaire-là ou ces affaires-là ne m'ont pas rendu moins conscient, ne m'ont pas rendu moins combatif. Il y a une déception à l'endroit d'une communauté qui n'a pas de sens politique, mais il y a une vraie détermination par rapport au fait que je suis innocent, que je n'ai jamais fait ce qui m'a été reproché, que les juges le savent aussi bien que moi, et que tout ceci, c'est de la manipulation juridique à des fins politiques. Je parlais à cette communauté, je disais déjà, mais vous savez, si je devais tomber, s'il m'arrivait quelque chose, est-ce que vous serez là? Est-ce que vous serez en soutien? Et c'était véritablement une question qui était liée à est-ce que finalement vous êtes dans la compréhension du message et vous soutenez l'homme à travers le message, ou est-ce que vous êtes dans le soutien de l'homme en oubliant le message? Et la réalité, c'est que je me suis rendu compte que pour beaucoup, ils étaient très très présents pour écouter la personne, pour suivre une personne sans forcément toujours écouter ce qui était dit, parce que moi, d'abord, j'ai jamais eu un discours qui était moralisateur à condamner les gens. Moi, je ne connais pas ça. Je ne condamne jamais un être humain définitivement. Tant que le dernier souffle, il n'est pas là, eh bien, il y a toujours des possibilités pour que et Dieu et sa conscience le rappellent. Donc, j'ai jamais été dans cela. Donc, je ne reconnais pas ceux qui disent me suivre dans leur façon de réagir. La deuxième impression, c'est que c'est pas le mot trahison qui me reste. C'est finalement une déception, mais pas une déception au sens vous m'avez lâché, mais c'est une déception au sens mais 40 ans d'enseignement qui vous disent de ne pas juger, qui vous disent d'être la sœur de votre sœur, le frère de votre frère, de ne jamais condamner quelqu'un moralement définitivement parce que jamais les actes d'un homme ne définissent qui il est et que Dieu pardonne même si les hommes n'oublient pas. Tout ça, pendant 40 ans, j'ai fait que répéter ça pour que ça m'arrive aujourd'hui et que je vois des gens qui se détournent au nom de tu nous as trahis. Non, moi j'ai trahi personne. S'il y a un être que j'ai trahi sur la terre, c'est moi-même, c'est pas vous. C'est moi et ma conscience devant Dieu. Et je remercie moi Dieu de m'avoir fait vivre ceci parce que il m'a appelé et il m'a, de ce point de vue-là, fait vivre une épreuve qui m'a fait grandir.
mais à toute cette communauté ou à ceux qui m'ont lâché de ce point de vue-là, ben c'est ce type de déception-là, parce que c'est comme si le message n'avait pas été compris. Puis dernier élément que j'aimerais mettre en évidence, c'est que euh, par rapport à la communauté, par rapport à la base, souvent je rencontre des gens, quand je me promène, ils sont pas dupes en fait, ils savent très bien ce qui s'est passé. Tout ce que je vous ai raconté au départ, ils savent très bien que de ce point de vue, il y a quelque chose qui est, euh, qui est pas net du tout dans ce qu'il y a, qu'en fait c'est effectivement un piège, ils le savent. Ceux qui ont plutôt été les peureux, c'est les responsables d'associations, c'est un certain nombre de leaders musulmans, c'est les imams. Et ça, c'est plus inquiétant parce que ce sont ceux qui sont chargés de transmettre le message et c'est les premiers à fuir quand ils sentent qu'il y a danger dans les environs. Et donc ça, c'est effectivement problématique. Moi, les États, j'en attendais rien parce que je me suis toujours mis dans une position où je suis totalement autonome vis-à-vis des États. J'attendais pas des États, de la communauté des femmes et des hommes qui portent la foi. Eh bien, j'ai même vu des personnes qui n'étaient pas de confession musulmane, qui étaient beaucoup plus courageuses que les musulmans sur cette revendication. Et puis, vous avez toute une partie de ces leaders dont on peut faire le constat qu'on les a mis dans un tel état, dans une telle situation de peur et de crainte, ils ont tellement peur d'être fichés, tellement peur d'être stigmatisés, tellement peur d'être identifiés, que finalement, au nom de la condamnation morale, ils justifient leur lâcheté politique. Mais moi, ce que j'ai appris de ma religion, c'est que la profondeur de la foi, elle, est, elle a comme signe, elle a comme témoin le courage politique. Elle a le courage politique qui consiste à dire quand on est en face de l'injuste que c'est injuste, quand on est en face de... C'est ça la réalité, pas de se cacher derrière un nom anonyme sur les médias en disant oui, je suis courageux. Non, non, c'est pas ça. Afdalul jihad, le meilleur des djihad, c'est-à-dire la meilleure des résistances, kalimatu haqqin amam sultan inja'el, c'est-à-dire c'est une parole de vérité en face d'un tyran, en face d'un injuste, en face d'un corrompu. Mais ça vient d'où en fait? Ça veut dire que le plus profond des efforts spirituels intérieurs, il doit avoir comme expression sociale la force de dire la vérité et la justice. Donc, devant tous les pouvoirs, même quand le pouvoir juridique est instrumentalisé à des fins politiques. Donc voilà, si vous voulez, ma position par rapport à ceux qui sont partis, c'est de me dire que, en fait, ils n'étaient jamais entrés. Ils n'étaient jamais avec ceux qui sont plus avec, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils accompagnaient. Ils accompagnaient un homme, et moi je leur présentais un message. Et moi je veux rester fidèle au message, même si eux, ils quittent l'homme. Non, je pense que j'aurais été là. Je pense que vous avez raison sur un plan. C'est-à-dire que l'expression par certaines figures musulmanes, que ce soit sur le plan des associations, que ce soit sur le plan de l'imama, que ce soit sur le plan des intellectuels, évidemment que cela a un lien avec le pouvoir. Maintenant, ça a bien précédé Macron. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je vous dis, j'ai commencé à être persona non grata dans les médias français à partir de 2012. À partir de 2012. À partir de 2012, quand Valls est arrivé aux affaires, il fallait m'écarter. Mais même avant 2012, vous remontez à mon intervention avec Sarkozy juste avant les élections, juste avant qu'il devienne et qu'il soit élu en 2007, c'était en 2004, on avait eu un débat. Donc vous voyez que ça fait 20 ans là maintenant. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas quand vous vous positionnez contre le gouvernement que vous êtes ciblé. C'est que les gens qui veulent parvenir au gouvernement vous ciblent pour y arriver. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir de certains moments, c'est de faire des leaders de la communauté musulmane ou de l'islam un
épouvantail, un repoussoir, un opposant, parce que ça fait gagner des voix. Mais pourquoi ceci? Parce qu'en fait, depuis plus de 20 ans, l'idéologie qui gagne en France, c'est pas l'idéologie du Parti socialiste ou l'idéologie des Républicains ou l'idéologie des En Marche ou de Renaissance ou de Horizon aujourd'hui. C'est pas ça. L'idéologie qui gagne et qui se répand dans tous ces partis, c'est l'idéologie d'extrême droite. C'était ce que disait hier l'extrême droite. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que eux ont compris. Pour pouvoir parvenir au pouvoir, il faut entretenir un discours qui fasse compétition au discours de l'extrême droite. Et quand en 2017, euh, moi je connaissais quelqu'un qui connaissait personnellement, qui était un pasteur protestant, qui connaissait personnellement Macron, et qui me dit, lui, il est plutôt libéral sur la question religieuse, il est plutôt proche des milieux protestants. Et je lui dis, oui, mais son positionnement philosophique n'a rien à voir avec ce qu'est son positionnement politique, parce que moi j'avais lu sur lui et je le connaissais. Donc effectivement, j'ai appelé à une objection, à une abstention active, et qu'il ne fallait pas aller dans ce sens-là. Et j'ai fait une ou deux interventions en étant très critique. Alors que parmi les musulmans, parmi même ceux maintenant qui se réveillent et qui comprennent ce qui est en train de se passer, il y avait des imams, il y avait des responsables associatifs qui étaient plutôt, bien sûr qu'il faut aller vers Macron, parce que Macron, de ce point de vue-là, est plus ouvert sur la question religieuse et plus ouvert sur la question moyen-orientale. Et je dis, mais vous trompez complètement. Malheureusement, le temps et l'histoire récente m'ont donné raison. Ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et on a vu chez lui un discours qui s'est rigidifié, qui s'est renfermé avec l'émergence à l'intérieur des rangs de Macron de la figure de Darmanin, de la figure d'une figure qui entrait et qui continuait la compétition avec l'extrême droite. Et puis il y a eu toutes ces lois sur le séparatisme, et puis il y a eu tout ce qui va concerner la déchéance de l'ANU, mais c'est dommage. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir par rapport au positionnement des imams et par rapport à tout ce qui s'est fait à partir de la loi séparatiste, le fichage des imams et tout ceci, forcément, c'est lié à tout ce qui est compris comme étant trop affirmé d'un point de vue islamique. Mais ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là dans une propagation des anciennes thèses de l'extrême droite normalisées dans le champ politique français actuel. Mais vous savez, en conscience, moi, je suis déjà acquitté, je sais mon innocence. Et donc, je vais continuer, rien ne va changer. Je veux dire, je ne vais pas soumettre ma vie à à des décisions de droit qui tiennent à des manipulations politiques. Je vais me battre et je vais me battre pour l'innocence. Et jusqu'au bout, je ferai confiance à cette juge ou à ce juge qui refusera d'être manipulé politiquement et qui regardera les choses en face. Et ça, je m'en remets et à Dieu et à la conscience de ces êtres. Il y en a bien un ou une qui va se réveiller en disant non, mais c'est pas possible. D'ailleurs, même l'avocat général en France, à un moment donné, il a dit non, mais ça va pas ce qu'on est en train de faire. Et de quatre, il en a enlevé trois. Et même sur la dernière, il n'était pas sûr. Il dit bah, je sais pas, il faudra qu'il y ait un jugement pour ça. Mais il en a enlevé trois en disant mais non, ça, il n'y a rien. Je veux dire, il faut les classer sans suite. C'est-à-dire que tout à coup, il remettait en cause la lecture. Donc, moi, si vous voulez, du point de vue de l'acquittement, ben, au-delà de cette affaire-là, ben, je continuerai à servir. Moi, toute ma vie, ça a été servir le message, ça a été enseigner, ça a été écrire, et ça a été de partager et de dialoguer. Je demande à Dieu que jusqu'à mon dernier souffle, je puisse, dans la lumière, faire cela. Ben, écoutez, d'abord, vous savez, les deux pays dans lesquels les personnes, les citoyens, les citoyennes, les individus retournent le plus, ce sont effectivement les deux pays que vous avez cités. C'est la Turquie et le Maroc, parce qu'il y a des opportunités sociales, parce qu'il y en a aussi, il y en a pour certains
dans l'équilibre des gains et des pertes, bien, le retour dans le pays d'origine en termes de bien-être, en termes de possibilité de vivre en paix avec soi-même et puis en même temps de ne pas être dans une situation sociale trop difficile, eh bien, la Turquie et le Maroc le permettent plus que d'ailleurs tous les autres pays, hein. Ce n'est pas toujours vrai dans d'autres pays, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie, que ce soit les autres pays africains. La situation est difficile et puis d'autres partent dans les États du Golfe. Euh, la situation, elle est difficile. Ce que vous avez mis en évidence, c'est vrai. C'est une situation qui est difficile. Moi, je le disais il y a 30 ans. Je dis, mais si vous croyez qu'on va vous laisser avancer comme ceci, avec le tissu associatif le plus dynamique de France, il y aura des problèmes. Et ce que je voyais, ce que je pressentais, c'est réalisé au-delà de toute prévision, c'est-à-dire l'enfermement légal, la stigmatisation de la personne, l'islamophobie qui est un discours qui s'est normalisé, le fait de l'idéologie d'extrême droite qui s'est normalisée. Donc, à l'instant où nous parlons, le futur, il n'est pas très brillant et l'avenir n'est pas euh, heureux. Et pourtant, en même temps qu'on dit ceci, il faut toujours se dire une chose. Les situations dans lesquelles l'appareil d'État devient le plus restrictif, le plus vindicatif, voire le plus contraignant, sont souvent des moments historiques où des choses lui échappent, où il ne peut pas tout contrôler. Et en même temps que je vous dis ceci, cette nouvelle politique restrictive de stigmatisation, elle est inversement proportionnelle à une présence de plus en plus évidente de la population française de confession musulmane. Elle est dans tous les corps sociaux, elle est dans le journalisme, elle est dans l'entrepreneuriat, elle est dans les startups, elle est dans la restauration, elle est à la télévision, elle est dans l'univers culturel, elle est dans l'univers médical, elle est qui est médecin, qui est infirmière, qui est sage-femme, qui est aide-soignante. Tout ceci fait qu'à partir d'un certain moment, la crispation du discours politique ne suit pas d'une certaine façon et est même une réaction très malvenue à une réalité sociale qui évolue. Et dont certains politiques hein, à gauche ont commencé à comprendre que c'est peut-être là qu'il fallait, peut-être on allait trouver des voies. Si vous entendez tout ce qui vient de la nouvelle gauche aujourd'hui, et ça, moi, je l'entendais il y a 30 ans, quand certains venaient vers moi et qu'ils voulaient s'associer à ma parole en espérant toucher cette population-là, ben, il y a une population qui est en train d'apparaître. Donc, à partir d'un certain moment, l'avenir politique, idéologique et médiatique, il est sombre. Mais l'avenir social, sur le terrain, sur le plan local, sur le plan des mairies, sur le plan des autorités locales, il est totalement différent. C'est-à-dire que ce qui fait crisper à Paris, on en tient différemment compte dans les différentes villes de France parce que les enjeux sont différents. Et que de ce point de vue, il faudra, et moi c'est ce que j'ai appelé, mais partout en Europe et même aux États-Unis, en disant arrêtez d'être obsédé par l'élection présidentielle qui est le pouvoir d'un ou le pouvoir d'un parti. Occupez-vous davantage sur les réalités locales, sur les autorités locales, sur les mairies. Participez, soyez présents et pas simplement sur la question de la mosquée ou sur la question de la viande halal, mais sur l'investissement dans les écoles, écoles publiques, l'investissement sur les centres sociaux, l'investissement sur tout ce qui concerne le bien vivre avec et ensemble et dans l'engagement solidaire. C'est ça qui est important. Donc, pour être synthétique, un avenir globalement incertain, localement assuré.